Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les PEA. Donc, on va aborder plusieurs sujets aujourd'hui, notamment une thématique autour de la fiscalité du PEA, mais aussi l'intérêt d'avoir ce produit. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui et merci surtout à Maître Xavier Collard qui va nous apporter son expertise sur justement la fiscalité patrimoniale et l'intérêt du PEA comme enveloppe fiscale pour vos investissements. Donc, il y a plusieurs thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, moi, pour ma part, je suis responsable de la vente et des activités de marché chez Saxo. Vous pouvez aussi me retrouver souvent dans les médias ou sur les différentes plateformes pour avoir des analyses marché. Et puis, du coup, voilà, Maître Collard qui se présentera peut-être plus en détail pour vous expliquer un petit peu justement ce qu'il fait au sein de son cabinet et son expertise en termes de fiscalité patrimoniale. Quelques mots en termes d'introduction pour justement expliquer pourquoi Saxo s'intéresse vraiment à cette thématique des PEA et pourquoi c'est un sujet qui est très important aujourd'hui. Les PEA en France, c'est 7 millions de PEA en France, donc c'est quand même un chiffre important. Ça montre qu'on a énormément d'investisseurs qui s'intéressent à ce produit d'investissement. On a un encours moyen sur les PEA qui est autour de 18 600 euros d'après les dernières données. Donc, on a quand même des PEA qui ont une taille qui est relativement conséquente. Et voilà, aujourd'hui, le PEA a beaucoup d'avantages. Il y a un avantage en termes de fiscalité qu'on abordera du coup grâce à Maître Collard tout à l'heure. On a aussi un avantage en termes de flexibilité avec énormément de supports qui sont disponibles à l'investissement, à la fois des actions françaises mais aussi des actions européennes qui sont disponibles dans le PEA. Et puis les ETF aussi, il y a un essor des ETF qui est de plus en plus important et qui offre aujourd'hui des solutions d'investissement particulièrement intéressantes. Et puis après, il y a une notion de simplicité, une gestion qui est très simple. Le PEA, c'est quelque chose qui peut être géré de manière autonome et qui du coup permet d'investir assez simplement. Donc voilà quand même en matière d'introduction pour vous expliquer un petit peu pourquoi on s'intéresse de plus en plus au PEA chez Saxo, pourquoi on cherche à le pousser et à vous apporter aussi des éléments d'éducation pour vous aider justement à intervenir sur ce produit et à l'utiliser de manière optimale. Je vais laisser la parole du coup à Maître Xavier Collard pour qu'il puisse du coup vous faire lui aussi une introduction, se présenter et vous expliquer les différents thèmes qu'on va aborder tout au long de cette présentation. Merci Andrea, bonjour à tous. Donc je suis Xavier Collard, avocat et associé du cabinet Casals Manzo Pichot Saint-Quentin. On est une structure entièrement dédiée à la fiscalité. On ne fait que de la fiscalité, composée d'une trentaine d'avocats. Et pour ma part, j'interviens principalement en fiscalité patrimoniale, fiscalité des dirigeants. Mais on s'occupe de fiscalité transactionnelle, contentieux fiscal bien entendu, et tout ce qui va être la fiscalité des groupes également. Donc voilà, aujourd'hui, on fait un gros focus, et merci à Saxo Bank de cette invitation, un gros focus sur le PEA et son intérêt fiscal. Donc rapidement, on va voir les caractéristiques du PEA. Normalement, vous voyez mon écran avec le petit agenda, la fiscalité du PEA et quelques situations particulières. Et après, je relaisserai la main à Andrea sur les spécificités du PEA chez Saxo Bank et les différents produits qu'on peut y mettre dedans. Et si on a le temps, et j'ai vu qu'il y en avait déjà quelques questions-réponses, donc on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Donc alors, tout d'abord, les caractéristiques du PEA. Comment ça fonctionne, quelles sont les conditions, quels sont les types de PEA qui existent, titres éligibles et titres exclus du PEA. En plus, il y a un petit peu d'actualité autour du PEA, donc c'est ce qu'on va voir dans cette première présentation. Tout d'abord, pour commencer, la présentation générale du PEA. Le PEA, à quoi il sert? Qu'est-ce que c'est? C'est une enveloppe d'investissement qui a été créée en 1992 pour stimuler l'investissement financier des Français. À l'époque, il n'était pas très vif, cet investissement dans certaines sociétés françaises et européennes. Et donc, du coup, le gouvernement a voulu un petit peu favoriser et stimuler cet investissement avec une enveloppe particulière dont la fiscalité serait favorable. Donc, le plan d'épargne en action, c'est la définition du PEA, c'est un support d'investissement qui est régi par le Code monétaire et financier. Bon, pas très intéressant, mais aux articles L221-30 et suivants. Donc voilà. Donc, le but, c'était également d'encourager les investissements à long terme. Et donc, du coup, qui dit investissement à long terme dit deux périodes
de détention particulière avec des fiscalités relatives spécifiques. C'est ce qu'on va voir un petit peu après. Et donc, ça permet aux titulaires du PEA de se constituer un portefeuille d'actions au départ d'entreprises cotées européennes et des parts de placements collectifs éligibles, ce qu'on verra un petit peu plus en détail. Et donc, pour qu'il y ait un certain attrait, l'enveloppe PEA, elle permet, sous certaines conditions, d'avoir une exonération des plus-values réalisées au sein même de cette enveloppe PEA et également, dans certaines conditions également, des dividendes perçus lorsque vous détenez ces titres. Donc voilà, vous avez deux possibilités, on va dire, pour acheter des actions, compte titre classique, compte titre classique qui va peut-être avoir moins de conditions, mais une enveloppe qui ne sera pas fiscalement optimisée. Et donc, du coup, l'enveloppe PEA, c'est une bonne enveloppe pour optimiser un petit peu son investissement avec une fiscalité moindre. Donc voilà. Alors, comment ça fonctionne le PEA? Toujours avec des petits schémas. Un PEA, en fait, ça a un compte espèce et un compte titre attaché. Et il va falloir jouer avec cette mécanique du compte espèce et du compte titre. On va tout d'abord, lorsqu'on ouvre son PEA et qu'on veut acheter des titres, on va verser en numéraire une certaine somme, on va voir les plafonds juste après, sur son compte espèce PEA. Et c'est avec cette somme-là qu'on va pouvoir acheter des titres qui vont être inscrits sur le compte titre PEA. Donc, ça fonctionne comme ça. Pareil, quand vous allez céder les titres qui sont placés sur le compte titre, donc les produits afférents à la cession des titres, par exemple, ils vont retourner et être versés directement sur le compte espèce. Petite spécificité, dans certains cas, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un compte pivot, la banque qui va en fait réceptionner les fonds avant de les transférer sur votre compte espèce. Ça, c'est spécifique à certaines banques. Donc, du coup, il faudra voir ça. Mais en réalité, vous avez deux comptes, un compte espèce et un compte titre. Et vous passez du compte espèce au compte titre par l'acquisition de ces titres. Alors, quelles sont les conditions pour détenir et pour ouvrir un PEA en France? Il faut déjà être majeur et résident fiscal français au moment de l'ouverture. On va revoir un peu quelques spécificités plus tard sur effectivement la résidence fiscale française. Donc, la détention du PEA est réservée aux personnes physiques majeures. Donc, c'est clairement indiqué qu'il est interdit pour un mineur, même qui serait rattaché à votre foyer fiscal, d'être titulaire d'un PEA. Pareil pour les personnes morales, donc ce sont que des personnes physiques adultes qui peuvent détenir un PEA. Et je l'ai déjà dit, il faut être absolument domicilié fiscalement en France au titre de l'article 4B du Code général des impôts. Vous avez donc la limite d'un PEA classique et d'un PEA PME-ETI, on verra la petite spécificité juste après, par contribuable ou conjoint ou partenaire de PACS. Donc ça veut dire 2 PEA par couple, en fait, un par personne. Attention, si vous avez plus d'un PEA par personne, c'est une cause de clôture de vos PEA. Donc attention, si vous avez ouvert un compte PEA il y a très longtemps auprès d'une banque pour prendre date, comme ça peut arriver, et que derrière, quelques années après, dans une autre banque, on vous propose d'ouvrir un PEA parce que vous allez faire des investissements, n'oubliez pas soit de clôturer votre premier PEA, c'est pas forcément opportun, mais surtout peut-être de le transférer. Et donc on verra également avec Andrea les principes de transfert du PEA, mais il ne faut surtout pas avoir 2 PEA. Alors aujourd'hui, les banques, elles ont l'obligation de vérifier, vous n'en avez pas, mais il vaut mieux que vous le vérifiez vous-même pour être certain que quelques années plus tard, l'administration fiscale, en cas de contrôle, ne vous remette pas en cause toutes les plus-values et l'intérêt fiscal que vous auriez pu avoir par cette deuxième enveloppe ouverte et utilisée. Alors, quels sont les seuils? Alors, les seuils pour un PEA classique, c'est 150 000 €. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez abonder
l'enveloppe espèce PEA de 150 000 euros. Vous pouvez le faire en autant de fois que vous le souhaitez, mais vous ne pouvez pas verser plus que 150 000 euros. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des revenus issus de la cession de titres ou de dividendes supérieurs à ce montant-là. Ça veut dire que les mises initiales ne peuvent pas dépasser 150 000 euros pour votre PEA classique. Donc, ça, c'est assez important. Pour une personne physique majeure qui serait rattachée à votre foyer fiscal, alors là, il y a un plafond de versement qui est jusqu'à la fin du rattachement limité à 20 000 euros. Donc ça, c'est pour les jeunes, plutôt, hein, c'est ce que ça vise, puisque en France, on ne peut être rattaché au foyer fiscal que jusqu'à 25 ans si on fait des études. Vous pouvez ouvrir votre PEA, mais avec un plafond limité à 20 000 euros. Alors, lorsque le gouvernement a créé le PEA PME-ETI, il ne faut pas oublier, ce n'est pas qu'un PEA-PME. Donc, c'était en 2014. Son plafond, lui, va jusqu'à 225 000 euros. Il inclut, en fait, en réalité, donc, soit vous pouvez avoir un PEA-PME-ETI de 225 000 euros, et si vous aviez déjà un PEA classique à 150 000 euros, alors c'est le delta. Hein. La somme des deux ne peut pas dépasser 225 000 euros. Donc voilà. Ça, c'est pour les conditions liées à la détention de PEA et les plafonds. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre quelles sont les caractéristiques et quelle typologie de titres on va pouvoir mettre dedans? Alors, tout d'abord, auprès des banques, on va ouvrir ce qu'on appelle le PEA classique bancaire, et qui va se distinguer du PEA classique assurantiel que l'on va pouvoir ouvrir auprès d'une compagnie d'assurance et qui va prendre la forme en fait d'un contrat de capitalisation investi uniquement en unité de compte. Ce n'est pas aujourd'hui l'objet de notre formation, hein, de notre petite intervention. Donc, du coup, on va se limiter au PEA classique bancaire. Là, c'est assez simple. Là, on va pouvoir mettre quand même un certain nombre d'investissements de typologie de titres. Tout d'abord, les actions. Alors, les actions, elles vont être limitées aux actions ordinaires, puisqu'on ne peut plus mettre des actions de préférence dans un PEA. Si vous en avez, parce que vous avez fait des investissements il y a très longtemps maintenant, vous avez toujours le droit de les détenir, mais une fois que vous les aurez cédés, vous ne pourrez plus réinvestir dans des actions de préférence. Donc ça, c'est assez important. Il faut également mettre des parts de SARL et des droits ou bons de souscription d'attribution. Alors, quand vous les exercez, c'est l'exercice du droit ou bon de souscription. Alors là, clairement, on vise les BSPCE et vous avez le droit de les exercer en PEA. Alors, je vous le dis tout de suite, et c'est précisé dans la slide suivante, c'est une autorisation qui a été rendue possible par le Conseil d'État suite à un contentieux sur le sujet, et le projet de loi de finances 2025 qui pourrait, je parle au conditionnel vu le contexte politique du moment, qui pourrait être voté dès demain, puisqu'il y a eu l'article 49.3 déclenché hier en fin d'après-midi, et donc du coup, le projet de loi de finances pourrait être voté demain. Il comporte un article qui empêche, qui empêchera plutôt à compter de la parution de la loi l'exercice de ces BSPCE en PEA. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, c'est toujours possible. Et ça sera peut-être remis en cause dès demain ou dans les prochains jours si le projet de loi de finances est voté en l'espèce. Donc voilà. Donc attention sur ce point-là. Il faut que vos titres soient émis par des sociétés éligibles et établies dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen. Donc l'espace économique européen, pour information, c'est l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Et je fais toujours une petite précision, la Suisse ne fait pas partie de l'espace économique européen. Pourtant, elles sont des sociétés très intéressantes, mais ça, malheureusement, n'est pas éligible au PEA. Donc, il faut toujours s'assurer d'une autre condition, c'est que la société des titres que vous allez acquérir est bien soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent dans le pays dans lequel la société a son siège d'établissement. Donc voilà, ça c'est important de le vérifier. C'est surtout pour ceux qui vont faire de l'investissement non coté, parce qu'on peut avoir, et j'y viens, des investissements en société cotée, mais également en société non cotée. La
plupart du temps, en société cotée, ça vous indique sur les spécificités, les caractéristiques que c'est éligible ou pas au PEA. Donc, l'analyse a déjà été faite. Mais si jamais vous voulez faire un petit peu d'investissement non coté via votre PEA, attention, c'est à vous de bien vérifier que toutes ces conditions-là sont respectées. Alors, les titres éligibles au PEA par un investissement intermédiaire. Alors là, c'est pareil. Il va y avoir par les investisseurs financiers, donc les banques, et notamment Saxo Bank, qui vont proposer des investissements donc intermédiaires, soit des sociétés capital d'investissement, donc SICAV, SLP par exemple, des actions de fonds communs de placement ou fonds communs financement spécialisés. À chaque fois, ces structures-là vont devoir être investies à plus de 75% en parts ou actions de sociétés elles-mêmes éligibles. Donc voilà, donc vous-même, vous n'allez pas pouvoir faire normalement l'analyse. Si jamais vous faites votre investissement de façon individuelle, sans passer par Saxo Bank par exemple, alors il va falloir peut-être vous faire accompagner pour bien regarder, en tout cas bien interroger cet organisme pour vous assurer que ça respecte bien les conditions. Donc voilà. Bon, on vise également tout ce qui va être OPCVM, SICAV, les parts de fonds communs de placement à risque, FCPR également, et tous les titres financiers de FIA. Donc voilà. C'est assez large, et le PEA, donc du coup, c'était un petit peu ce qu'Andrea disait en propos introductif. On va pouvoir mettre beaucoup de choses dedans, et donc j'avance un petit peu parce que le temps passe. On avait prévu un créneau assez court. Très rapidement, c'est pour distinguer PEA, PME, ETI. Il faut en fait, pour le PEA, PME, ETI, respecter toutes les conditions du PEA, mais également que les titres que vous allez acheter correspondent à des sociétés qui sont caractérisées de PME au sens du droit communautaire ou d'ETI au sens du droit français, et c'est-à-dire qu'elles occupent moins de 5000 personnes, ces structures-là, en tout cas ces groupes, et qui ont un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 1,5 milliard d'euros ou un total bilan qui n'excède pas, lui, 2 milliards d'euros. Donc voilà, ce seront les mêmes avantages fiscaux pour le PEA PME-ETI que pour le PEA classique. Rapidement, les titres exclus par nature, donc du coup, c'est notamment tout ce qui va être plan d'épargne entreprise, tout ce qui va être stock options, actions gratuites. On ne peut pas mettre ces types de titres dans un PEA, ce n'est pas possible. Tout ce qui va être les parts de carried interest également, c'est les parts de fonds d'investissement. Lorsque vous êtes gérant de société de gestion, vous n'avez pas le droit de les mettre. Et voilà, c'est là la petite évolution récente. Depuis le 15 juin 2024, on avait le droit d'exercer des bons, des BSPCE directement dans le PEA. Ça devrait, je parle au conditionnel, être interdit à compter de peut-être demain ou les prochains jours. Donc voilà, attention au projet de loi de finances, c'est l'article 25. Donc voilà. Il y a, lorsque vous investissez, notamment en société non cotée, il ne faut pas que vous ayez, avec votre cercle familial, détenu plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dans les 5 ans précédant l'acquisition de vos titres. Ça, c'est très important. Si jamais vous êtes fondateur d'une structure ou si vous rentrez au capital d'une structure qui est en cours de constitution, si vous avez plus de 25%, alors c'est, et que l'administration fiscale le remarque, c'est clôture immédiate du PEA et vous allez perdre toute l'intégralité de l'historique que vous aurez dont vous aurez pu bénéficier. Donc voilà. Dernière chose, c'est interdit par l'administration fiscale et ça fait partie des schémas dits abus de droit. Vous ne pouvez pas vous faire des ventes à vous-même. C'est-à-dire que vous avez acheté des titres sur un compte titre classique, puis derrière, on vous parle du PEA, mais vous vous dites, tiens, c'est bête, je vais me revendre mes titres via mon PEA parce qu'en fait, quand je les revendrai plus tard avec la prise de valeur, ce sera plus intéressant la fiscalité. C'est prohibé, c'est interdit, ça a déjà été jugé par des juridictions, par le comité de l'abus de droit fiscal, donc du coup, à ne pas faire, surtout. Rapidement, donc du coup, la durée de vie d'un PEA, il n'y a pas de durée de vie particulière. On va avoir en fait une date phare un petit peu, tout ce qui va se passer avant 5 ans et après 5 ans de vie du PEA. Alors là, c'est pas à compter de l'acquisition des premiers titres, mais c'est surtout à compter de l'ouverture. C'est bien la date de l'ouverture de votre plan. Et donc, si vous avez pris date il y a 10 ans, mais vous n'avez rien fait avec, votre PEA, que vous commencez à acheter des titres, il aura quand même plus de 5 ans.
Donc voilà, donc c'est vraiment ce qui importe, hein, c'est la date du premier versement, mais pour l'ouvrir, votre banque va vous demander un premier versement de toute façon. Donc voilà. On va voir les cas spécifiques un peu après. Je voudrais rapidement aller sur les règles fiscales et pourquoi c'est tant intéressant le PEA. Parce qu'en fait, vous allez avoir une exonération d'impôt sur le revenu. Exonération d'impôt sur le revenu, ça c'est la première, comment dire, c'est le premier intérêt de cette enveloppe d'investissement. C'est déjà lorsque vous allez céder les titres qui sont détenus en PEA, vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu. Mais non seulement exonéré, mais en plus de ça, il n'y a pas de fait générateur d'imposition à ce moment-là. Le seul fait générateur, ça va être le retrait d'espèces du PEA qui va déclencher éventuellement une fiscalité. Donc voilà. Alors, du coup, pour les titres cotés, les plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu et les dividendes également. Donc, on va avoir un cas particulier pour les dividendes, c'est les dividendes des titres non cotés. Il y a une exception. Ils ne vont être exonérés, ces dividendes-là, que dans la limite de 10% du montant des placements concernés sur cet investissement. Donc, il faudra bien faire attention si vous faites de l'investissement non coté et que vous dites « Ah bah super, la société, elle verse des dividendes », vous aurez uniquement 10% de l'investissement initial que vous avez mis pour acquérir ces parts qui donnent droit à dividendes qui va bénéficier de cette exonération-là. Le reste sera soumis à imposition. Donc voilà. Alors, je vous l'ai dit, seul le retrait, ce n'est pas les cessions ou la perception des dividendes qui fait que vous allez être imposé, c'est le retrait d'espèces lié à tous ces investissements qui auront fructifié qui va déclencher l'imposition. Si vous avez plus de 5 ans de détention, vous ne payerez donc que les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux, aujourd'hui, sont de 17,2% et ils seront dus au moment du retrait ou de la clôture du PEA. Ils sont directement prélevés par votre établissement bancaire. Donc voilà, petite spécificité également, précision complémentaire, les moins-values que vous pourriez réaliser sur votre PEA ne sont pas imputables sur des plus-values que vous pourriez réaliser la même année sur des titres que vous détenez sur un compte titre classique. Donc voilà. Donc du coup, avant 5 ans, on va avoir une fiscalité. Donc voilà, avant 5 ans, c'est le retrait toujours qui déclenche la fiscalité. Voilà, vous aurez le fameux prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax, première mesure du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc 12,8 d'impôt sur le revenu prélevé, plus 17,2%. Et là, cette plus-value, ce retrait va rentrer en compte dans votre revenu fiscal de référence qui va calculer ou pas la fameuse contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et éventuellement cette nouvelle mesure qui pourrait rentrer en vigueur dans quelques jours, la fameuse contribution différentielle pour essayer de faire d'imposer tous les contribuables à hauteur de 20% minimum. Donc, c'est seulement sur les retraits de gains réalisés avant 5 ans. Si du coup, vous êtes après 5 ans, on va le voir après, il y a une exonération et donc on va le voir juste après. Comment se calcule ce gain net imposable et je me dépêche pour aller sur les 2 petits cas particuliers. C'est sur la valeur liquidative du PEA. Donc, on prend vraiment l'ensemble de la valeur liquidative du PEA, de tout ce qu'on a acheté, de tout ce qu'on cède. Donc voilà. Donc rapidement, alors du coup, juste avant, si on retire après 5 ans, je n'ai que les 17,2% et je n'ai pas de paiement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ni de contribution différentielle, puisque cette plus-value, ce retrait, ne rentre pas dans le revenu fiscal de référence. Je crois qu'il y avait des questions à ce sujet-là que je vois passer sur mon autre écran rapidement. Là, on a quelques exceptions. Comme on va vous transmettre les slides et que je vois le temps passer, je vais directement aller sur le slide suivant. Là, je vous l'ai déjà dit, ça, c'est les retraits partiels après 5 ans. Donc, ça, maintenant, vous avez compris, uniquement les prélèvements sociaux. Vous pouvez faire plusieurs retraits, ça ne clôture pas votre plan. Et d'ailleurs, vous pouvez réabonder votre plan si jamais vous en avez retiré après 5 ans. On voulait voir 2 cas, le décès du titulaire et le transfert de résidence fiscale hors de France du titulaire. Donc, rapidement, le décès du titulaire, ça a des conséquences. La conséquence, c'est la clôture automatique du PEA, donc clôture immédiate du plan. Donc, la banque va clôturer ce plan-là et ça n'aura pas de conséquences en termes d'impôt sur le revenu
même si le plan a moins de 5 ans, mais en tout état de cause, ça va entraîner l'application des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% sur la valeur liquidative du plan. Alors, on va prendre, normalement, le principe, c'est la valeur au jour du décès, donc la valeur de tous les titres au jour du décès du détenteur du PEA, mais on peut, sur demande expresse des héritiers, prendre une moyenne des 30 derniers jours du cours de bourse de ces titres, donc à voir si c'est plus intéressant ou pas. Comme le PEA est nominatif, vous n'avez pas de transfert aux héritiers, qui ne doit être détenu que par une seule personne, donc ça ne pourrait pas fonctionner. Et les titres ne peuvent pas être transférés sur le PEA de l'héritier. Ça, c'est pas possible, d'accord? Donc, ils vont aller sur un compte titre classique. Les héritiers auront payé, il y aura eu un prélèvement des 17,2% sur la valeur liquidative du PEA. Du coup, les héritiers vont pouvoir mettre au passif de la succession ce montant de 17,2% qui aura été acquitté. D'accord? Et donc, ça va venir s'imputer sur l'actif taxable à la succession. Donc ça, c'était le premier cas dont on voulait vous parler, un peu particulier. Et le deuxième cas, c'est le transfert de la résidence fiscale hors de France du titulaire. Je vous l'ai dit, pour ouvrir un PEA, il faut être résident fiscal de France. Et résident fiscal de France uniquement pour l'ouverture. C'est-à-dire que vous avez le droit de partir de France et vous n'allez pas clôturer votre PEA, sauf si vous partez vers un État ou territoire non coopératif. Là, c'est clôture automatique et fiscalisation de toutes les plus-values latentes. Mais si vous partez dans un pays de l'Union européenne, de l'espace économique européen, un pays qui aura signé une convention fiscale avec la France, il n'y a pas de clôture automatique du PEA. Les règles habituelles s'appliquent. Donc, du coup, le PEA, en plus de ça, ne rentre pas dans la fameuse exit tax. L'exit tax, c'est quand vous quittez la France et que vous cassez votre résidence fiscale avec la France. Normalement, il y a une fiscalisation des plus-values latentes si vous détenez des titres en direct. Et donc, là, ça ne rentre pas dans l'enveloppe de l'exit tax. Donc, ça, c'est un côté assez intéressant. Il n'y a pas de fait générateur d'imposition. Les retraits que vous pourriez réaliser, donc vous avez cédé en France des titres, mais vous n'avez jamais retiré l'argent. Les retraits que vous pourriez réaliser postérieurement au départ de France ne vont pas être imposés en France à l'impôt sur le revenu ou aux prélèvements sociaux en France. Ça, c'est assez intéressant. Attention, si vous cédez des titres à l'étranger, en revanche, il va y avoir une fiscalité qui ne sera pas la fiscalité du PEA, mais la fiscalité plutôt du pays local. Donc ça, il faudra faire attention. Ça commence à rentrer dans des petites complexités. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, bien entendu, on pourra y répondre dans les prochaines minutes ou un peu plus tard si vous nous recontactez. Peut-être Andrea, je te laisse la main. J'étais un petit peu plus long que prévu, je suis désolé, mais si tu veux effectivement dire quelques mots sur le PEA Saxo Bank. Ouais, merci Xavier. Juste pour répondre à une question qui revient assez souvent, ce webinaire est en effet enregistré, il sera disponible en replay. Vous aurez pour les inscrits la possibilité de le retrouver. Vous aurez un mail du coup qui vous sera envoyé avec les détails pour retrouver le webinaire. Il sera disponible sur nos plateformes aussi pour nos clients ou sur notre compte YouTube. Donc vous aurez en effet tout à fait la possibilité de retrouver à la fois le support, mais aussi les discussions et les échanges qu'on aura eu tout au long de ce webinaire. Un point du coup sur le PEA, pour revenir un petit peu sur le PEA et puis l'offre Saxo autour du PEA. Donc déjà, c'est vrai que le PEA aujourd'hui, ça paraît, et c'est vrai que Xavier en a parlé, c'est un outil, un levier hyper intéressant du coup pour l'investissement, parce que c'est une enveloppe fiscale et donc du coup c'est un outil plutôt assez intéressant pour diversifier son portefeuille, pour investir sur les marchés, que ce soit les marchés français, mais aussi les marchés européens, tout en ayant une fiscalité avantageuse. Nous, ce qu'on conseille évidemment, c'est de créer son PEA le plus tôt possible pour prendre date et donc du coup bénéficier justement de cet avantage fiscal. Mais c'est aussi dans la logique de son investissement, de prendre la main, on va dire, sur son investissement, sur ses investissements, prendre la main sur son épargne. Et c'est aussi d'avoir une logique de diversification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un PEA, il faut essayer de diversifier au maximum, ne pas simplement investir que sur des actions françaises. Vous avez la possibilité d'avoir une diversification géographique, mais aussi de mettre en place une diversification sectorielle. Et c'est vrai que pour ça, il n'y a pas forcément besoin que d'un compte titre pour le faire. Vous pouvez le faire aussi via le PEA. Il y a des questions, j'ai vu notamment, est-ce que la valeur Novo Nordisk est disponible sur un PEA? Oui, la valeur Novo Nordisk est éligible au PEA. C'est une valeur européenne qui peut être prise au sein du PEA. Donc c'est vraiment tout à fait dans cette logique-là qu'il faut réfléchir en termes de diversification. Il y a des personnes aussi qui s'interrogeaient sur la possibilité d'avoir des ETF au sein de son PEA. C'est tout à fait possible d'investir
via des ETF sur des ETF via le PEA. Donc, il y a tout à fait la possibilité de le faire. Chez Saxo, vous avez la possibilité justement de retrouver ces ETF ou les actions éligibles au PEA directement au sein de la plateforme. Quand vous allez dans le screener, vous avez la possibilité, dans le sélecteur d'instruments, vous avez la possibilité de filtrer pour avoir justement tous les instruments qui sont disponibles et éligibles au PEA. Et encore plus simplement, si vous êtes directement connecté à votre compte sur le compte PEA, vous avez automatiquement les instruments qui sont visibles sur la plateforme sont des instruments qui sont éligibles au PEA, donc vous n'avez même pas besoin de trop réfléchir. D'un point de vue commercial, Saxo vous offre aujourd'hui la possibilité jusqu'au 31 mars de transférer votre PEA gratuitement, jusqu'à dans la limite des 150 € qui sont la limite légale fixée pour le transfert du PEA. Donc vous avez un remboursement de 150 € qui vous sera fait si vous transférez votre PEA à hauteur de 150 €. Donc ça, c'est une offre aujourd'hui qui vous permet de rassembler. Si vous avez par exemple un compte titre chez Saxo et pas encore de PEA, vous avez la possibilité du coup de rassembler votre compte titre et votre PEA sous une même interface. Et donc voilà, choisir Saxo, c'est aussi faire confiance à une banque qui est implantée depuis plus de 30 ans, avec plus d'1 million de clients, plus de 100 milliards d'actifs en gestion. C'est 3 plateformes qui sont disponibles en fonction de vos besoins, à la fois des supports web, téléchargeables, mais aussi des supports mobiles. C'est des outils qui sont sophistiqués, à la fois performants, mais faciles d'utilisation. Et c'est une tarification qui est ultra compétitive. Sur le PEA, sur les actions françaises, vous avez une tarification à 0,08%, ça va jusqu'à 0,03%. Et cette tarification, elle n'est pas uniquement valable sur les marchés français, elle est aussi valable sur les marchés étrangers. Donc du coup, c'est une tarification ultra agressive dont vous pouvez bénéficier sur l'ensemble des marchés, que ce soit des marchés européens, mais même des marchés étrangers si vous investissez sur un compte titre, notamment les marchés américains. Donc voilà, on a vu pas mal de questions sur le chat, donc on va essayer d'y répondre. On va pas pouvoir forcément répondre à toutes les questions, mais on va essayer de répondre déjà à certaines questions. Peut-être Xavier, tu as eu le temps de parcourir les questions et tu veux peut-être apporter quelques réponses. Oui, alors il y en a beaucoup. Tout d'abord, sur le plafond de 150 000 €, alors le plafond de 150 000 €, il y a la question d'Alain. Si vous versez 150 000 € en une seule fois et que vous faites entre-temps des investissements et des retraits, vous ne pouvez pas reverser de l'argent, même si le montant total de vos investissements après est en dessous de 150 000 €. C'est vraiment en versement, combien vous avez versé, peu importe les retraits, ça c'est vraiment ça. Alors, la valeur liquidative, est-ce la valeur totale sur le compte titre ou uniquement la part des bénéfices réalisés? Non, c'est la valeur totale de tous les titres et des gains que vous avez réalisés. Donc, dividendes, des plus-values réalisées, c'est comme ça qu'on va calculer la valeur liquidative de votre plan par rapport au versement que vous avez effectué initialement. Donc, effectivement, ça fonctionne pas exactement pareil que le calcul d'une plus-value classique. Donc voilà. Imputation des moins-values uniquement si clôture du PEA, tout à fait, exactement. Si on clôture le PEA, on va pouvoir là effectivement bénéficier si on réalise des moins-values sur des plus-values autres. C'est un cas particulier, tout à fait. J'ai vu, est-ce que les États-Unis sont un pays ETNC? Non, les États-Unis ne sont pas un pays ETNC. Ils ont signé une convention fiscale avec la France, qui comporte toutes les bonnes clauses qu'il faut. Et je n'ai pas entendu parler d'une remise en cause de la convention fiscale malgré le nouveau président des États-Unis. J'essaie de... alors, concernant le transfert de la résidence fiscale, la Suisse est-elle un pays coopératif? La Suisse est totalement un pays coopératif, mais juste, elle ne fait pas partie des pays de l'espace économique européen. Elle a une convention fiscale avec la France. Attention toutefois, ça ne concerne pas le PEA là, mais l'exit tax. On ne peut pas avoir de sursis de paiement automatique avec la Suisse, puisqu'il y a une clause fiscale dans la convention qui est pas exactement rédigée comme l'administration fiscale le souhaiterait. Donc voilà, sur l'échange d'informations. J'essaie au fur et à mesure de prendre toutes les questions. Il y en a beaucoup, certaines qui ne me concernent pas. Bien noté, Guillaume, j'essaierai d'éviter les anglicismes la prochaine fois. Clôture du PEA, y a-t-il des frais? Andrea, je ne sais pas si là-dessus tu peux répondre. En tout cas, pas de frais fiscaux particuliers en dehors de la fiscalité applicable. Donc voilà.
Et je confirme, pas de frais de clôture sur les PEA. Donc il n'y aura pas de frais particuliers liés à la clôture du PEA ou au retrait des fonds ou quoi que ce soit. D'ailleurs, le transfert, on parlait, ça c'est un point important, le transfert n'est pas un fait générateur d'imposition et donc du coup, il n'y a aucune conséquence fiscale à un transfert d'un établissement bancaire à un autre. Donc là-dessus, il n'y a aucun sujet. Et d'ailleurs, j'ai une question qui dit transfert d'un PEH chez Bourse Direct vers Saxo. Est-ce que sa date d'ouverture reste en vigueur? Tout à fait. Effectivement, vous conservez l'antériorité de votre PEA. Donc voilà. Donc, quand je parle de retrait d'espèces, je parle du retrait d'espèces du compte espèce PEA. Quand j'achète des titres, je les achète via les versements que j'ai faits sur mon compte espèce PEA. Donc, ça devient des titres sur mon compte titre. Quand je cède ces titres, les gains et l'argent initialement mis retournent sur le compte espèce PEA, toujours dans cette enveloppe. Et donc, du coup, je vais éventuellement faire un retrait. Donc, dans ce cas-là, mon retrait passe du compte espèce PEA à mon compte courant classique. Donc voilà. Je l'ai mis en même temps. Une action préférentielle, c'est une action qui a des droits particuliers, des droits financiers ou des droits de vote particuliers. Donc, du coup, ce n'est plus une action ordinaire, c'est une action de préférence. On pourra poser des questions après. Voilà, vous pouvez poser des questions. Un PEA classique et un PEA PME par contribuable ou un des deux PEA. Non, vous pouvez par contribuable avoir à la fois un PEA classique et un PEA PME. Voilà. Donc, je l'ai dit pour la contribution différentielle, à la fois pour la contribution exceptionnelle sur les revenus et la contribution différentielle sur les revenus, qui pourrait être votée dans quelques jours. Lorsque vous avez plus de 5 ans et que vous faites un retrait, ça ne rentre pas en compte dans votre revenu fiscal de référence. Voilà. Comment sont versés les dividendes sur un PEA? Alors, je suis pas sûr de comprendre la question. Directement sur donc la somme liée au dividende est versée sur le compte espèce PEA et vient créditer votre compte espèce PEA. Voilà, je ne sais pas si c'était ça la question. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. On tourne en haut parce qu'il y en a eu des questions entre-temps, a priori. Alors. Il y avait une question sur les ETF. Encore une fois, je rappelle, les ETF sont bien éligibles au PEA. Vous avez des ETF qui vous permettent d'avoir une exposition d'ailleurs sur des marchés hors Europe. Donc, c'est tout à fait possible. Il y a la liste des ETF disponibles. Encore une fois, quand vous avez un doute, vous pouvez aller dans le sélecteur d'instruments qui est directement disponible depuis la plateforme et vous avez la possibilité de filtrer en choisissant justement les instruments qui sont éligibles au PEA. Et du coup, ça vous donne une liste en fonction de vos critères. Ça peut être des critères de géographie, ça peut être des critères sectoriels. Il y a plusieurs critères qui sont directement disponibles et vous pouvez du coup filtrer sur uniquement les instruments éligibles au PEA et ça vous permet de retrouver les différents investissements qui vous sont proposés et qui sont possibles dans le cadre de votre stratégie. Mais en effet, il y a plusieurs possibilités via les ETF. Les dividendes peuvent-ils être réinvestis en actions? Tout à fait. Tous les produits issus soit de la cession de titres, soit de la perception de dividendes, vous pouvez les réutiliser. Donc, ils repassent du compte espèce vers le compte titre parce que vous aurez acheté des nouveaux titres. Les questions, ça va vite. Un retrait d'espèces de son PEA entraîne-t-il sa clôture? Après 5 ans, ça n'entraîne pas la clôture du PEA. Et donc, du coup, vous pouvez retirer, si vous avez eu des gains importants et que vous voulez retirer une partie, vous pouvez quand même faire vivre votre PEA. Oui, je reprends une autre question. Est-ce que notre PEA peut avoir une valeur supérieure à 150 000 euros? Bien sûr. Vous ne mettez que 150 000 euros au départ. Plusieurs fois, d'ailleurs vous n'êtes pas obligé d'atteindre cette somme-là, mais vous pouvez avoir des gains si vous faites des investissements opportuns, bien supérieurs, sans plafond, sans limite. On a vu, et c'est pour ça qu'on a interdit à un moment donné les actions de préférence, parce qu'on avait des PEA à plusieurs centaines de millions d'euros et que ce n'était pas le but.
a priori, en tout cas quand ils ont créé le PEA. Écoutez, on a dépassé de presque 10 minutes. Et après, bon, il y a quelques questions. Je pense que Andrea y a répondu sur l'offre Saxo Bank. Ouais, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur les ETF et aussi sur l'éligibilité des ETF, par exemple sur la tech américaine. Enfin, tout simplement, vous avez des ETF de plusieurs providers, et même des providers français qui proposent une exposition typiquement au Nasdaq. Si vous allez sur un ETF PEable Nasdaq 100, typiquement, vous avez une exposition sur la tech américaine. Donc, vous avez la possibilité tout à fait de vous exposer au sein de votre PEA sur une thématique comme celle de la tech américaine qui est très à la mode. Donc voilà, il y a plusieurs ETF. Vous avez aussi aujourd'hui des ETF sur le S&P. Il y a une pondération quasiment de 30% des actions de la tech américaine sur l'indice S&P. Donc si vous prenez ce type d'exposition, ça vous permet d'intervenir et d'avoir une exposition en direct sur certaines valeurs et sur certaines thématiques assez porteuses comme l'ont été l'intelligence artificielle ou la tech de manière générale l'année dernière. Il devrait rester un thème assez porteur cette année. Il y a des questions aussi autour du service client et de la disponibilité de Saxo. Oui, sachez que on est disponible par téléphone. Donc vous pouvez nous joindre au 01 78 94 56 40. Ou vous pouvez aussi, si vous êtes client, créer des tickets directement depuis la plateforme pour joindre le service client et poser les différentes questions que vous pourriez avoir autour du PEA ou de vos investissements chez Saxo. Vous avez des personnes qui sont tout à fait compétentes pour répondre à toutes ces questions et qui sont disponibles du lundi au vendredi de 8h à 20h. Peut-être dernière question, la délocalisation en Suisse entraîne-t-elle la clôture de mon PEA? Non, jamais. C'est pas parce qu'on part de France qu'il y a la clôture, sauf dans certains pays ETNC, comme je vous le disais, la Suisse n'en faisant pas partie. J'ai versé 150 000 euros sur mon PEA. Après 5 ans, je retire 20 000 euros. Je peux reverser 200 000 euros plus tard puisque les dépôts retraits restent à 150 000 euros. Non, alors je pense que du coup, il y a un zéro en trop, mais est-ce que je peux reverser 20 000 euros? Non. Vous avez un plafond maximum de 150 000 euros sur le PEA. Peu importe tous les retraits qui se passent, c'est 150 000 mis directement. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Il y en a eu beaucoup, il y en a qui se regroupent. Écoutez, après, vous aurez nos coordonnées sur la présentation qui vous sera envoyée. Ouais. La présentation sera partagée encore une fois. Nos équipes se tiennent à votre disposition. Encore une fois, si vous êtes client, vous pouvez directement les contacter depuis la plateforme ou par téléphone si vous avez des questions par rapport au PEA ou s'il y a des éléments qui n'ont pas été répondus durant ce webinaire. Un dernier mot aussi, on va vous envoyer un sondage. Si vous souhaitez y répondre, ça peut énormément nous aider à choisir des thèmes pour les prochains webinaires. Donc vous allez recevoir un sondage sur le chat qui vous permettra du coup de nous donner un petit peu des thèmes qui pourraient vous intéresser pour qu'on puisse organiser les prochains webinaires et aller directement sur des thématiques qui vous intéressent et qui pourront répondre à vos attentes. Donc n'hésitez pas à nous apporter des réponses à ce sondage pour qu'on puisse être encore plus pertinent dans les contenus qu'on vous propose. Et un grand merci encore une fois à Maître Xavier Collard pour sa présence aujourd'hui et pour son expertise tout au long de ce webinaire. Merci à vous, merci Andrea. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir.